Une fausse bombe, une étiquette échangée, un point d'ancrage défaillant. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer des farces inoffensives en les 6 tragédies les plus horrifiantes jamais capturées par caméra. Ce ne sont pas seulement des accidents tragiques issus de cascades dangereuses. Ce sont des rappels qu'à l'ère des vidéos virales, la moindre erreur de calcul peut devenir le prix ultime. C'était le 15 mars 2017, quand ce qui avait commencé comme une surprise d'anniversaire innocente dans un immeuble de bureaux à Phoenix s'est transformé en un cauchemar mortel qui allait à jamais changer notre perception des farces au travail. Travis Coleman, un comptable de 28 ans, était connu dans toute son entreprise de services financiers comme le type calme et méthodique qui préférait les tableurs au bavardage. Ses collègues plaisantaient souvent en disant que Travis traitait chaque calcul comme une question de vie ou de mort, sans savoir à quel point ces mots deviendraient prophétiques. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Travis portait un secret dangereux. Il souffrait de cardiomyopathie hypertrophique, une affection cardiaque qui rendait son muscle cardiaque anormalement épais et sujet à des troubles du rythme mortel. La farce n'était pas censée déclencher quoi que ce soit. Les 3 jeunes employés avaient modifié des feux d'artifice de fantaisie achetés en magasin, du genre qui clignotent et crépitent sans flamme ouverte, et les avaient reconfigurés pour s'allumer et éclater sans véritable combustion. Ils pensaient que cela aurait l'air spectaculaire, mais inoffensif, produisant de forts bangs et des éclairs grâce à des LED et une lecture audio. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que même ces effets pyrotechniques à basse tension produisaient un bruit intense et des éclairs qui pouvaient déclencher la panique. Et dans le cas de Travis, un choc cardiaque mortel. Ils avaient introduit clandestinement des feux d'artifice de consommation et modifié des articles pyrotechniques de fantaisie avec des LED clignotantes, des objets qui n'étaient jamais destinés à être utilisés à l'intérieur et qui enfreignaient les règles de sécurité du bâtiment. Ils avaient positionné des caméras de sécurité dans toute la salle de repos au 12e étage, s'attendant à capturer la réaction hilarante de Travis pour leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Travis avait mentionné plusieurs fois qu'il détestait les fêtes surprises et les bruits forts à cause de son anxiété. Mais ses collègues ont rejeté cela comme un comportement typiquement antisocial. Ils ont décoré la salle de repos avec des ballons et des serpentins, préparant le terrain pour ce qu'ils pensaient être un divertissement inoffensif. Lorsque Travis a été conduit dans la salle de repos cet après-midi-là, 15 collègues ont crié « Surprise !» alors qu'il s'approchait du gâteau d'anniversaire apparemment innocent. Au moment où il s'est penché pour souffler les bougies, le dispositif caché s'est activé avec plusieurs explosions bruyantes, des éclairs aveuglants et de petits feux d'artifice se déclenchant simultanément. Le choc extrême était trop pour le cœur compromis de Travis. La montée soudaine d'adrénaline a déclenché une fibrillation ventriculaire, faisant trembler son cœur inutilement au lieu de pomper le sang. En quelques secondes, son visage est devenu bleu, alors que le flux sanguin vers son cerveau s'est complètement arrêté. Mais c'est là que la tragédie est devenue encore plus horrible. Ses collègues ont pensé qu'il jouait le jeu de la farce. Pendant plusieurs minutes cruciales, ils ont ri et filmé sa chute, pensant que sa détresse apparente n'était qu'une performance élaborée. Travis s'est agrippé la poitrine et s'est effondré, sa respiration devenant des halètements irréguliers alors que son cerveau était privé d'oxygène. Au moment où quelqu'un a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas et a appelé à l'aide, des minutes précieuses s'étaient déjà écoulées. Les secouristes sont arrivés et ont immédiatement commencé les tentatives de RCP et de défibrillation. Après 20 minutes de réanimation cardio-respiratoire avancée, ils ont réussi à redémarrer brièvement son cœur, mais le manque prolongé d'oxygène avait causé des lésions cérébrales graves. Le cœur de Travis s'est arrêté de nouveau dans l'ambulance et il a été déclaré mort d'un arrêt cardiaque soudain dû à une fibrillation ventriculaire. Les 3 farceurs ont été accusés d'homicide involontaire et condamnés à des peines de prison allant de 2 à 4 ans. La société a fait face à des millions de dollars de poursuites pour décès injustifiés et a mis en place des politiques strictes contre le harcèlement. Les enquêteurs de l'OSHA ont ensuite cité l'entreprise pour une manipulation dangereuse de matériaux pyrotechniques sur le lieu de travail, notant de multiples manquements à la supervision et à la conformité en matière de sécurité. La salle de repos où Travis est mort a été définitivement fermée et transformée en espace commémoratif. Sa famille a créé une fondation pour sensibiliser aux maladies cardiaques cachées chez les jeunes adultes, espérant que la mort de Travis pourrait prévenir des tragédies similaires. Ce cas sert de rappel glaçant que ce qui semble être un amusement inoffensif peut avoir des conséquences mortelles lorsque les conditions médicales et la psychologie humaine sont ignorées dans la quête de divertissement viral. C'était le 4 juillet 2016, lorsqu'une fête à la piscine pour le 4 juillet à Malibu est passée de la célébration à la catastrophe, coûtant la vie à une jeune femme dont la confiance en ses amis s'est avérée fatale. Megan Holt, une graphiste de 24 ans, était le genre de personne qui disait oui à tout. Son esprit aventureux et son enthousiasme contagieux faisaient d'elle l'âme de chaque fête, toujours prête à relever les défis les plus fous ou les plus extravagants. Elle avait été plongeuse compétitive au lycée, ce qui lui donnait une confiance autour de l'eau qui, tragiquement, se retournerait contre elle cette nuit-là.
La fête était organisée dans une maison de luxe, où les invités se lançaient dans des défis de plus en plus dangereux à mesure que l'alcool coulait à flot. À minuit, plusieurs invités avaient les sauté du ponton, dans le côté peu profond, et avaient commencé à filmer des défis à l'aveugle pour les réseaux sociaux, s'encourageant mutuellement alors que les défis devenaient plus risqués. Meghan avait bu pendant des heures, son jugement obscurci par la fête et la pression des pairs. Le frère de l'hôte avait imaginé ce qu'il pensait être la farce ultime, un saut de confiance les yeux bandés qui donnerait aux participants la peur de leur vie. La mise en scène élaborée impliquait de vider partiellement la piscine, jusqu'à environ 1 mètre ou 1,20 m d'eau, et d'utiliser un éclairage sous-marin pour créer l'illusion d'une profondeur totale. En plein jour, le fond en béton aurait été facile à repérer, mais la combinaison d'un éclairage tamisé, de l'alcool et du placement astucieux de lait décoloré faisait paraître la piscine trompeusement profonde. Quelques invités ont plaisanté, en disant que l'eau semblait plus basse que d'habitude, mais personne ne l'a remise en question une fois les lumières allumées. Le frère de l'hôte avait organisé la vidange plus tôt dans la journée avec une pompe portable et n'a allumé les lumières qu'après la tombée de la nuit, s'assurant que peu d'invités remarquent que le niveau d'eau a baissé. Plusieurs invités de la fête se sont rassemblés avec leur téléphone, prêts à enregistrer ce qu'ils pensaient être un moment hilarant, lorsque Meghan découvrirait qu'elle plongeait dans de l'eau peu profonde. Ils l'ont placée à ce qui semblait être le grand bassin, lui assurant qu'elle se tenait au-dessus de 2,50 m d'eau. Meghan avait les yeux bandés, avec une serviette épaisse, et passa plusieurs minutes à se préparer mentalement pour le plongeon. Son expérience de plongeon au lycée s'est manifestée alors qu'elle se préparait pour ce qu'elle croyait être un plongeon standard dans une piscine. Le sol en béton mouillé ne fournissait ni tapis de sécurité, ni avertissement sur les conditions dangereuses en dessous. Lorsque Meghan s'est finalement lancée en avant dans un plongeon de course parfait, sa tête et son cou ont heurté le fond en béton avec une force énorme. L'impact a immédiatement fracturé ses vertèbres cervicales au niveau 5 à 6, causant une quadriplégie instantanée car sa moelle épinière a été sévèrement comprimée et endommagée. L'éclaboussure vive et peu profonde a suscité quelques rires. Cela semblait étrange, mais sous la musique et les rires, personne n'a compris ce que cela signifiait. L'aspect le plus terrifiant de cette tragédie était que Meghan est restée pleinement consciente, mais complètement paralysée, du cou vers le bas. Incapable de sortir son visage de l'eau, même à 60 cm de profondeur. Elle a commencé à se noyer, tandis que ses amis continuaient de rire et d'applaudir, pensant que son immobilité faisait partie d'une blague élaborée. Pendant près d'1 minute entière, les invités de la fête ont filmé et célébré ce qu'ils croyaient être Meghan, jouant le jeu de la farce. Quelqu'un a plaisanté, en disant qu'elle retenait son souffle trop longtemps. Puis l'eau s'est teintée de rouge. C'est à ce moment-là que les rires se sont arrêtés et que l'horrible réalité est devenue claire. Au moment où ils l'ont sortie de la piscine, elle avait aspiré une quantité importante d'eau et avait perdu connaissance. Les secours sont arrivés pour trouver une jeune femme dont la vie prometteuse avait été écourtée par une farce qui ignorait les principes de base de la physique et de l'anatomie humaine. Malgré une RCP immédiate et un soutien avancé de la vie, Meghan a été déclarée morte par noyade secondaire à une blessure catastrophique de la moelle épinière. Le propriétaire et son frère ont été accusés de négligence criminelle et ont purgé une peine de prison. Le procès pour décès injustifié de la famille a été réglé, mais aucune somme d'argent ne pouvait ramener leur fille aventureuse, dont la confiance avait été si cruellement trahie. Plus tard, des amis ont admis qu'ils avaient ignoré son hésitation à participer à la farce, supposant que Meghan, parmi tous, pouvait tout gérer. Cette tragédie a déclenché des campagnes locales de sécurité et a renouvelé les appels à des réglementations plus strictes sur la sécurité des piscines lors de rassemblements privés. Cela a également alimenté des conversations nationales sur les conséquences mortelles de la culture des farces virales. La mort de Meghan sert de rappel permanent que l'eau et le béton se moquent de vos intentions. Seule la physique compte. C'était le 31 octobre 2015, lorsqu'une farce d'Halloween dans un complexe de bureaux à Seattle a transformé une vérification de maintenance de routine en un cauchemar mortel qui révélerait les conséquences fatales des farces au travail qui tournent mal. Randy Tucker, un superviseur de maintenance de bâtiments de 35 ans, était le genre d'homme qui prenait la sécurité au sérieux. Après 15 ans à travailler dans des immeubles de grande hauteur, il avait développé une attention presque obsessionnelle aux détails qui avaient permis d'éviter d'innombrables accidents. Son approche méthodique des inspections d'ascenseurs lui avait valu des éloges de la part de la direction de l'immeuble, mais cela faisait aussi de lui la cible parfaite pour ce que 2 agents de sécurité pensaient être une blague d'Halloween inoffensive. Randy avait une faiblesse que peu de gens connaissaient. Il souffrait d'une légère claustrophobie. Des années de travail dans des espaces confinés comme les puits d'ascenseur lui avaient appris à gérer sa peur, mais l'anxiété était toujours tapie sous son apparence professionnelle. L'espace confiné d'une cabine d'ascenseur, surtout quand quelque chose tournait mal, pouvait déclencher des réactions de panique intenses. Les agents de sécurité avaient passé des semaines à planifier leur farce élaborée pour Halloween. Ils avaient équipé la cabine d'ascenseur numéro 7 de haut-parleurs cachés et prévu de déclencher des sons terrifiants de câbles qui se cassent, de métal grinçant et d'alarmes d'urgence lorsque Randy serait à l'intérieur pour effectuer des vérifications de maintenance de routine.
Ils ont caché de petits haut-parleurs, à pile au-dessus du panneau de plafond amovible de l'ascenseur et ont déclenché les effets sonores à distance depuis le poste de sécurité, une installation rudimentaire qui ne laissait aucune trace évidente de manipulation physique visible pour la maintenance. Ils ont minuté la farce pendant les heures de test matinal de routine, lorsque les bruits d'ascenseur et les alarmes ne susciteraient pas l'attention des autres employés. Ils pensaient qu'il serait hilarant de voir le superviseur de maintenance habituellement calme sursauter. Ce matin d'Halloween, Randy devait inspecter les ascenseurs dans tout le bâtiment de 40 étages. Son partenaire habituel avait appelé pour dire qu'il était malade, le laissant travailler seul, une violation des protocoles de sécurité qui s'avérerait fatale. Lorsque Randy est entré dans l'ascenseur 7 au 23e étage pour vérifier les systèmes mécaniques, il n'avait aucune idée qu'il entrait dans un piège soigneusement orchestré. Les agents de sécurité ont activé leur farce, remplissant l'espace confiné de sons extrêmement forts, de défaillances mécaniques catastrophiques et d'alarmes d'urgence. L'effet sur Randy a été immédiat et dévastateur. Sa claustrophobie a été déclenchée instantanément par la combinaison de l'espace confiné et des sons terrifiants. Ce qui avait commencé comme une anxiété gérable s'est transformé en une panique totale, alors que son esprit le persuadait que l'ascenseur était réellement en train de tomber en panne. Dans son état de panique, Randy appuya frénétiquement sur le bouton d'arrêt d'urgence et tenta de forcer l'ouverture des portes de l'ascenseur. Sa réaction de panique extrême provoqua une hyperventilation sévère, entraînant une alcalose respiratoire qui le rendit étourdi et désorienté. En tentant d'échapper à ce qu'il croyait être une situation mortelle, Randy a glissé sur sa propre sueur et est tombé en arrière, se cognant violemment la tête contre le panneau de contrôle en métal. L'impact a causé une fracture du crâne basilaire et un hématome sous-dural immédiat alors que le sang commençait à s'accumuler dans son cerveau. Randy a perdu connaissance en quelques minutes, mais son cerveau a continué à enfler alors que la pression intracrânienne augmentait. L'ascenseur était resté arrêté entre les étages et les bruits de farce ont continué pendant plusieurs minutes avant que les agents de sécurité ne réalisent que quelque chose avait terriblement mal tourné. Au moment où l'entretien du bâtiment a accédé à l'ascenseur et a trouvé Randy inconscient, un temps critique s'était écoulé. Les secours sont arrivés pour trouver un homme dont le dévouement à la sécurité avait été retourné contre lui par des collègues qui pensaient que la peur était amusante. Randy a été déclaré mort d'un traumatisme crânien sévère et d'une augmentation de la pression intracrânienne. Les deux agents de sécurité ont été condamnés pour homicide involontaire et ont écopé de peine de prison. La société de gestion de l'immeuble a fait face à des amendes et à des réclamations pour décès injustifiés. La veuve de Randy a créé un fonds de bourse pour la formation de techniciens d'ascenseurs, garantissant que son engagement pour la sécurité perdurerait. Sa mort a suscité une attention renouvelée sur la sécurité de l'entretien des ascenseurs et un contrôle plus strict au sein de l'industrie. C'était le 12 août 2018, lorsqu'un exercice de renforcement de la confiance sur un pont autoroutier à Austin est devenu une leçon mortelle sur la physique de la décélération humaine, coûtant la vie à une jeune femme dont la confiance en ses amis s'est avérée tragiquement mal placée. Jolene Parks, une serveuse de restaurant de 22 ans et étudiante en psychologie, était connue pour sa confiance inébranlable envers les autres et sa détermination à surmonter ses peurs personnelles. Malgré sa terreur des hauteurs, elle s'était récemment engagée à affronter ses phobies de front, partageant son parcours d'amélioration personnelle sur les réseaux sociaux. Sa nature confiante et son désir de croissance personnelle faisaient d'elle la cible parfaite pour ce que ses amis de l'université pensaient être une expérience de rapprochement inoubliable. Les 4 amis avaient convaincu Jolene qu'ils avaient organisé une expérience de saut à l'élastique légitime depuis un pont autoroutier de 26 mètres, qui avait autrefois été utilisé par des entreprises de saut à l'élastique agréées lors d'événements spéciaux. Ce que Jolene ne savait pas, c'est que ses amis avaient remplacé l'équipement de saut à l'élastique professionnel par une corde d'escalade statique de 60 pieds, prévoyant de lui faire la peur de sa vie en arrêtant sa chute bien plus tôt que prévu. Les amis avaient acheté des harnais d'escalade légitimes en ligne et avaient consacré beaucoup d'efforts à faire en sorte que leur installation paraisse professionnelle. Pour masquer la substitution, ils ont recouvert la corde statique avec un tube élastique brillant et des gaines colorées pour qu'elle ressemble visuellement à une corde élastique de saut à l'élastique. Ils ont assuré à Jolene que tout avait été correctement inspecté et certifié, exploitant sa confiance et sa connaissance limitée de l'équipement de sports extrêmes. La corde d'escalade qu'ils ont utilisée était conçue pour des charges statiques, mais n'avait aucune élasticité, une différence cruciale qui s'avérerait fatale. Debout sur la rambarde du pont, à 26 mètres au-dessus de l'autoroute animée, Jolene a passé près de 15 minutes à rassembler le courage de sauter. Ses amis l'encourageaient, filmant ce qu'ils pensaient être un moment hilarant lorsqu'elle réaliserait que la chute était beaucoup plus courte que prévu. Ils n'avaient aucune compréhension des lois mortelles de la physique impliquées lorsqu'un corps humain se déplaçant à grande vitesse est soudainement arrêté par une corde inélastique. Quand Jolene a finalement sauté, faisant entièrement confiance aux assurances de ses amis concernant la sécurité, elle est tombée librement pendant exactement 60 pieds avant que la corde d'escalade statique n'atteigne sa limite. À ce moment-là, elle se déplaçait à environ 43 miles par heure lorsque la corde l'a arrêtée instantanément.
La décélération soudaine a créé des forces bien au-delà de ce que le corps humain peut supporter. Bien que son harnais ait parfaitement tenu et que la corde ait fonctionné exactement comme prévu, les forces de décélération extrême ont déchiré ses organes internes comme une boule de démolition. Son aorte, la principale artère du corps, s'est rompue instantanément sous l'énorme stress, provoquant une hémorragie interne massive. Jolene est restée consciente pendant environ 30 secondes, suspendue à 25 pieds au-dessus de l'autoroute, mais était déjà en état de choc sévère à cause du traumatisme interne. Les automobilistes de passage ont immédiatement appelé à l'aide après avoir été témoins de la chute, mais les dégâts étaient déjà faits. Les secouristes ont utilisé un équipement de sauvetage spécialisé pour atteindre sa position. Mais malgré leur meilleur effort, Jolene a été déclarée morte d'une rupture traumatique de l'aorte et d'une hémorragie interne. La confiance même qui définissait sa personnalité avait été utilisée contre elle par des amis qui confondaient la physique avec des farces. Les 4 amis ont été accusés d'homicide involontaire et ont reçu des peines de prison allant de 8 à 12 ans. L'incident a incité les responsables locaux à renforcer l'application des règlements existants sur les sports extrêmes et à fermer définitivement le pont au public. Les parents de Jolene sont devenus des défenseurs de la sécurité dans les sports d'aventure, veillant à ce que la mort de leur fille serve d'avertissement sur la différence mortelle entre l'équipement professionnel et les suppositions amateurs. Cette tragédie reste un rappel permanent que la confiance est sacrée, la physique est impitoyable et que la combinaison des deux peut être fatale. C'était le 3 novembre 2017, lorsqu'une farce apparemment inoffensive dans un laboratoire de chimie d'un collège communautaire de Denver a créé un nuage toxique qui coûterait la vie à un étudiant dévoué dont l'engagement envers la sécurité est devenu sa perte. Cal Morton, un étudiant en chimie de 19 ans et assistant de laboratoire, était le genre de personne qui lisait les manuels de sécurité pour le plaisir. Son approche sérieuse des protocoles de laboratoire lui avait valu le poste de surveillant de sécurité étudiant, le rendant responsable de la bonne manipulation de tous les produits chimiques. Cale souffrait d'un asthme léger, une condition qu'il gérait facilement avec un inhalateur quotidien, sans jamais imaginer que cela le rendrait vulnérable à une réaction chimique mortelle. 3 camarades de classe en avaient assez des rappels constants de sécurité de Cale et décidèrent de lui donner une leçon parce qu'ils pensaient être une farce inoffensive. Leur plan était simple, échanger les étiquettes sur les bouteilles de produits de nettoyage pour le confondre pendant son travail d'inventaire du soir. Ils ont échangé les étiquettes d'ammoniac sur les contenants d'eau de Javel, et vice-versa, s'attendant à voir Cale paniquer lorsqu'il découvrirait le mauvais étiquetage apparent. Les farceurs n'avaient aucune connaissance de la chimie de base. Ils ne réalisaient ni pas que mélanger de l'eau de Javel et de l'ammoniac crée du gaz chloré, une arme chimique mortelle utilisée pendant la Première Guerre mondiale qui peut tuer en quelques minutes dans des espaces confinés. Leur ignorance a transformé le petit local de stockage en une poche d'air toxique scellée. Ce soir-là, Cale effectuait un inventaire de routine des produits de nettoyage dans la petite salle de préparation chimique. En tant que responsable de la sécurité dévouée, il prenait ses responsabilités au sérieux, s'assurant que chaque produit chimique était correctement stocké selon des protocoles stricts. Lorsqu'il a découvert ce qui semblait être des conteneurs mal étiquetés, il a immédiatement commencé à suivre les procédures standards pour corriger la situation. En suivant les protocoles de sécurité appropriés, Kyle a commencé à transférer les liquides dans des conteneurs appropriés en se basant sur ce qu'il croyait être les bonnes étiquettes. Lorsqu'il a versé ce qu'il pensait être de l'ammoniac dans un conteneur qu'il croyait contenir de l'eau de Javel, les deux solutions se sont mélangées et ont immédiatement commencé à produire du gaz chloré. Le nuage toxique jaune-vert a rempli la petite salle de préparation en quelques secondes. De manière cruciale, la ventilation de la salle de préparation avait été coupée pour maintenance nocturne, laissant le petit espace mal ventilé et permettant au gaz de se concentrer dangereusement vite. La première inhalation du gaz par Kyle a provoqué des brûlures chimiques immédiates à ses voies respiratoires et déclenché une grave crise d'asthme. La combinaison de l'exposition toxique et du bronchospasme aigu a provoqué la constriction de ses voies respiratoires, tandis que le gaz continuait de brûler ses tissus pulmonaires. En moins d'1 minute, Kyle devint étourdi et désorienté à cause du manque d'oxygène. Son inhalateur pour l'asthme était complètement inefficace contre le bronchospasme induit par les produits chimiques. Il commença à cracher une mousse teintée de sang alors que ses poumons se remplissaient de liquide à cause des brûlures chimiques. Kyle tenta d'atteindre la sortie de secours, mais s'effondra après avoir fait quelques pas. Son corps se fermait alors que le gaz toxique détruisait son système respiratoire de l'intérieur. La même dévotion à la sécurité qui définissait son caractère l'avait conduit directement dans un piège mortel, créé par des camarades de classe qui pensaient que la chimie était une blague. Un agent de sécurité de nuit effectuant des rondes de routine découvrit Kyle et appela immédiatement les services d'urgence tout en le traînant hors de la pièce contaminée. Les ambulanciers sont arrivés et ont fourni un soutien respiratoire immédiat, mais les dégâts étaient déjà catastrophiques. Kyle a été déclaré mort d'une pneumonie chimique aiguë et d'une insuffisance respiratoire, compliquée par son asthme préexistant.
Les 3 étudiants responsables ont été accusés d'homicide par négligence criminelle et ont reçu des peines de prison allant de 3 à 6 ans. C'était le 18 juin 2016, lorsqu'un toit d'immeuble à Miami est devenu le théâtre d'une cascade mortelle qui révélerait les conséquences fatales de la culture des réseaux sociaux et de la confiance mal placée dans l'équipement de sécurité amateur. Bethany Rhodes, une coordinatrice des médias sociaux de 26 ans, vivait et respirait les films de super-héros. Son appartement était rempli de souvenirs de bandes dessinées et son fil Instagram présentait constamment des publications sur le dépassement des peurs et la vie à fond. Sa nature confiante et son enthousiasme pour de nouvelles expériences faisaient d'elle la cible parfaite pour ce que ses 3 colocataires pensaient être l'opportunité ultime de vidéos virales. Les colocataires avaient convaincu Bethany qu'il pouvait créer une expérience de vol de super-héros incroyable en utilisant ce qu'ils prétendaient être du matériel de cascade professionnel. Ils prévoyaient de la filmer en train de se balancer entre leur immeuble de 12 étages et le parking adjacent de 8 étages, avec l'écart de 18 pieds semblant gérable avec le bon équipement. Bethany n'avait aucune expérience en cascade, mais ses colocataires lui avaient assuré qu'ils avaient tout bien recherché. Ce que Bethany ignorait, c'est que ses colocataires avaient acheté un harnais d'escalade standard et une corde en ligne, puis l'avaient ancré à un élément décoratif du toit qui n'était jamais conçu pour supporter le poids d'une personne. La grille de ventilation en métal qu'ils ont choisie était fixée par des vis standards, enfoncées dans le platelage du toit, adéquates pour couvrir l'équipement de ventilation, mais complètement inadéquates pour les forces dynamiques créées par un corps humain en mouvement. Ils avaient accédé au toit par une trappe de maintenance qu'ils avaient trouvée déverrouillée, et la grille décorative, fixée uniquement par des vis légères, n'était jamais conçue pour supporter des charges dynamiques humaines. Les colocataires avaient passé des heures à installer leur équipement et à choisir les angles de caméra, convaincus qu'ils créaient la prochaine sensation virale. Ils ont équipé Bethany d'un harnais d'escalade légitime et l'ont connecté à la corde d'escalade qui était correctement évaluée pour son poids, mais seulement lorsqu'elle est ancrée à des points de fixation appropriés conçus pour de telles charges. Debout au bord du toit de 12 étages, Bethany ressentait à la fois de l'excitation et de la nervosité, tandis que ses colocataires filmaient ce qu'ils espéraient être un saut spectaculaire et sans danger vers le parking. Elle avait une confiance totale dans leurs assurances concernant les préparatifs de sécurité, sans jamais remettre en question le point d'ancrage qui déterminerait si elle vivrait ou mourrait. Lorsque Bethany a sauté du toit, le point d'ancrage décoratif a immédiatement cédé sous sa charge dynamique de 140 livres. Les vis standards se sont arrachées directement du platelage du toit, la précipitant dans une chute totalement incontrôlée vers la cour en béton en contrebas. Bethany a chuté librement sur 8 étages, environ 96 pieds, avant de heurter la cour en béton à environ 55 miles par heure. Elle a touché le sol, pieds en premier, avec une force énorme, brisant complètement ses 2 jambes et son bassin. L'énergie d'impact massive a voyagé vers le haut à travers son corps, fracturant sa colonne vertébrale à plusieurs endroits et causant des blessures internes catastrophiques. Ses fémurs ont été poussés vers le haut dans son torse, perforant des organes vitaux et provoquant une hémorragie interne massive. La mort est survenue en quelques minutes à cause du choc traumatique et de l'hémorragie interne, bien qu'elle soit restée brièvement consciente après l'impact. Des témoins dans la cour ont immédiatement appelé les services d'urgence après avoir entendu l'impact dévastateur. Les secouristes sont arrivés pour trouver une jeune femme dont les rêves de célébrité virale avaient été brisés par les lois impitoyables de la physique. Les 3 colocataires ont été accusés d'homicide par négligence criminelle et condamnés à des peines de prison allant de 7 à 10 ans. La direction de l'immeuble a ensuite fait face à plusieurs poursuites pour décès injustifiés pour ne pas avoir mis en place des barrières de sécurité et des contrôles d'accès adéquats sur le toit. L'incident a incité les responsables de Miami à exiger des permis d'activité spéciales pour les cascades sur les toits et à renforcer l'application de l'accès au toit dans toute la ville. La famille de Bethany a créé une fondation promouvant la responsabilité sur les réseaux sociaux et éduquant les jeunes sur les dangers de la culture des cascades virales. Cette tragédie sert de rappel permanent que la physique ne se soucie pas de votre nombre de followers. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.